part de leur indignation et de leur émotion. Il faut dire que la victime se sentait menacée et qu'elle en aurait averti le ministère de l'Intérieur. Arrestation près de Nice du ravisseur et meurtrier présumé d'Hervé Tondu. Âgé de 23 ans, il avait travaillé dans le supermarché du père de la victime à Annemasse. Raymond Barre maintient le cap, s'en prend à François Mitterrand et à ceux qui partent battus d'avance. Il présente son projet pour la France en 5 points. Sans précédent dans l'histoire des territoires occupés, la Cisjordanie et la bande de Gaza interdits à la presse pour 3 jours. Les autorités craignent un brusque regain de violence. 450 peintures et dessins exposés à Beaubourg. Ils représentent la dation effectuée par les héritiers de l'un des peintres les plus importants et les plus prisés du XXe siècle. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Dulcie September a été assassinée ce matin à Paris. Il y a quelques jours encore, elle lançait un appel à l'opinion internationale et à l'opinion française pour que le gouvernement adopte des sanctions économiques, politiques, militaires et culturelles contre le régime de Pretoria. Comme bon nombre de militants de l'ANC, qui est l'une des principales organisations anti-apartheid en Afrique du Sud, Dulcie September se sentait menacée. Commentaire de Philippe Lefay. Dulcie September avait 45 ans. Elle était métisse, nous la connaissions calme, déterminée, militante pure et dure. Est-ce que cela passe par le terrorisme? Nous n'acceptons pas ce mot. C'est le régime sud-africain qui est terroriste. Nous, notre action est politique et militaire. Ce matin, entre 9h et 10h, Dulcie September va ouvrir la porte de son bureau au 4e étage de cet immeuble. Elle ne termine pas son geste, son ou ses assassins, sans doute professionnels, tirent 6 balles de 22 longs rifles, 2 dans la tête pour être sûr. Personne ne voit rien, personne n'entend rien. Mais depuis quelques mois, comme son homologue à Bruxelles, elle était dans la ligne de mire. Elle a reçu des menaces de mort dans les 8 derniers mois. Et je sais aussi qu'elle était suivie régulièrement. C'est ce qu'elle a dit et c'est ce qu'elle avait dit aux autorités lorsqu'elle avait fait ses renouvellements de carte de séjour. Est-ce qu'elle avait demandé une protection particulière au ministère de l'Intérieur? Quand on signale qu'on est suivi et quand on sait le danger qui menace les militants de l'ANC, je crois que c'est une demande de protection, ça c'est clair. La police ne semble disposer d'aucune piste sérieuse pour l'instant. Pourtant, sur place ce matin, pour tous les sympathisants de la lutte anti-apartheid, un seul accusé. C'est un nouvel acte de barbarie du régime sud-africain, au moment où on multiplie les exécutions, les pendaisons de Noirs en Afrique du Sud, une politique d'intimidation qui est dans la nature terroriste et violente de ce régime. Lettres piégées et menaces sont le lot des mouvements d'opposition étrangers en France. Cet assassinat souligne la précarité de leur statut d'association. Même tolérés, ils sont rarement reconnus. Même exposés, il est difficile de les protéger tous. Dans un communiqué publié cet après-midi, l'Afrique du Sud rejette toute responsabilité dans l'assassinat de la représentante de l'ANC. Le gouvernement sud-africain fait remarquer, je cite le communiqué, que des querelles sérieuses existent au sein d'organisations qui utilisent la violence pour atteindre des objectifs politiques. Fin de citation. Depuis le début de l'après-midi, vous vous en doutez, les réactions se multiplient. Nous allons essayer de faire le point en commençant par celle du chef de l'État et du ministère de l'Intérieur. Gilles Rabine. Selon un communiqué de l'Élysée, le président de la République s'est préoccupé auprès du gouvernement des conditions dans lesquelles a pu être assassinée la représentante de l'ANC à Paris. Après avoir réaffirmé la condamnation catégorique qu'il porte contre l'apartheid, M. Mitterrand a indiqué qu'il fera des représentations auprès de l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris. Pour Lionel Jospin, cet acte inadmissible de terrorisme sur le territoire français renforce le Parti socialiste dans sa volonté de combattre l'apartheid. Je considère que la responsabilité du Premier ministre, de son gouvernement et du Président de la République sont engagées dans cet assassinat, a déclaré Georges Marchais. Ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire dans la lutte contre l'apartheid. André Lajoigny, le candidat communiste, parle lui de complicité de la France. Les autorités préfèrent l'or et le charbon sud-africain au soutien du combat des Noirs, a-t-il déclaré. Georges Marchais et André Lajoigny ont exigé la rupture immédiate des relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud.
Même exigence chez Pierre Juquin, qui a déclaré « Ce sont des salauds, il faut agresser l'apartheid par tous les moyens ». Pierre Juquin est sans doute le dernier homme politique à avoir rencontré vivante Madame September hier soir. Les terroristes peuvent frapper en France comme ils le veulent, a déclaré Jean-Marie Le Pen. Cela contredit les déclarations d'autosatisfaction du pouvoir en place. Jamais aucune protection ne nous a été demandée par Madame September, a déclaré à Limoges le ministre de la Sécurité Robert Pandreau. Nous ne faisons pas de différence entre terrorisme de droite et terrorisme de gauche, a-t-il ajouté. Tous les moyens seront mis en œuvre pour arrêter les auteurs de cet attentat. Il y a quelques minutes, l'information vient de tomber sur les téléx de l'AFP. Le gouvernement vient d'exprimer son indignation. Il mettra tout en œuvre pour que les auteurs de ce crime soient arrêtés et déférés à la justice, souligne un communiqué qui nous parvient à l'instant même du Quai d'Orsay. En fin de soirée, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans la rue pour dire leur indignation après l'assassinat de Dulcie September. Mobilisation Gare du Nord à l'appel de la CGT, rassemblement à proximité du domicile de la victime organisé par le Parti communiste. Le Parti socialiste appelait également à une manifestation devant l'ambassade d'Afrique du Sud. L'indignation et l'émotion se lisaient tout à l'heure sur tous les visages. Revenons à l'ANC, abréviation de Congrès national africain. L'ANC est la principale organisation nationaliste en lutte contre le régime de la minorité blanche sud-africaine. Son chef historique, Nelson Mandela, est emprisonné depuis 1962. Jean-Marc Ilouz. Dans la conscience de 25 millions de Noirs sud-africains, le Congrès national africain, l'ANC, c'est d'abord ce visage, celui de Nelson Mandela, son chef historique. Emprisonné depuis 26 ans, Nelson Mandela n'a jamais accepté, en échange de sa libération, de renoncer à son combat contre le racisme d'État du gouvernement choisi par la minorité blanche au pouvoir en Afrique du Sud. Derrière chaque manifestation contre l'apartheid, l'esprit de résistance de l'ANC, mais pas forcément ses cadres. Il ne serait que quelques centaines en Afrique du Sud même, et une dizaine de milliers peut-être en exil. Car le gouvernement de Pretoria considère que l'ANC n'est pas synonyme de mouvement nationaliste noir, mais d'organisation terroriste pro-soviétique. Fin de citation. À l'inverse de son influence politique, le poids militaire de l'ANC est faible. De rares attentats sanglants contre des civils, mais de fréquents coups de main contre les fermiers blancs dans les régions frontalières des pays africains riverains de l'Afrique du Sud. Des pays qui paient parfois très cher leur hospitalité aux nationalistes noirs. L'armée sud-africaine n'hésite pas à franchir les frontières pour intervenir contre les militants de l'ANC. Elle l'a fait cette semaine près du Zimbabwe et au Botswana. Dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza, Israël a résolument choisi de montrer sa force. Décrétée zone militaire, les territoires sont fermés, vous le savez, pendant 3 jours. C'est une décision spectaculaire et apparemment sans précédent. 1,5 million de Palestiniens sont coupés du reste du monde. Les autorités israéliennes craignent visiblement un regain de violence lors de la Journée de la Terre qui est devenue une date symbole pour le nationalisme palestinien. Reportage de Charles Anderlin. Le bouclage de la Cisjordanie est total. Il faut un laissez-passer des autorités militaires pour franchir les barrages. Même les touristes ne peuvent plus se rendre à la mer Morte. Je dois vous dire une chose. Cette route est fermée aujourd'hui et que personne ne doit passer. Ah bon, c'est ça, je pose la question. On peut ou on peut pas? Oui, vous pouvez pas. Mais l'accès à Bethléem est permis aux autocars transportant des touristes. Les Palestiniens, eux, n'ont pas le droit de se déplacer en dehors de leur lieu de résidence. Les ouvriers arabes n'ont donc pas pu se rendre à leur travail en Israël. Des mesures accueillies avec satisfaction dans les implantations israéliennes. La situation est dangereuse, c'est la guerre et je suis 100% pour. J'ai été attaqué à 4 reprises sur la route ces derniers mois. Les journalistes n'ont le droit de pénétrer dans les territoires qu'accompagnés par un officier de liaison. Cela alors qu'il est très difficile de savoir ce qu'il se passe à Gaza sous couvre-feu. Ces images ont été tournées sous le contrôle de l'armée par une chaîne américaine. Si les autorités ont imposé le blackout sur Gaza, c'est qu'ils s'y préparent des choses graves. Des accusations démenties par les militaires qui affirment que le bouclage est destiné à empêcher une explosion de violence demain. Le comité clandestin du soulèvement avait en effet demandé aux Palestiniens de descendre dans la rue à l'occasion de la Journée de la Terre des Arabes israéliens qui, eux, manifestent pour leurs droits.
Arrêtons-nous quelques instants sur une information qui prouve que chaque jour, la communauté scientifique marque des points contre le cancer. Nous n'allons pas évoquer, soyez tranquilles, de nouveaux médicaments miracles, mais une révélation faite aujourd'hui par le professeur Steven Rosenberg. Monsieur Rosenberg est l'une des grandes sommités mondiales. C'est lui, par exemple, qui a opéré le cancer du président Reagan. Il y a quelques mois, le professeur Rosenberg a fait cette révélation au cours d'une conférence de presse par satellite qui réunissait les spécialistes américains et soviétiques. Jean-Daniel Flézaquier. Les travaux du docteur Steven Rosenberg sur le traitement de cancers à l'évolution jusque-là fatale, et en particulier certains cancers de la peau, ont vivement impressionné cancérologues soviétiques et américains. Les cancers de la peau ont en effet une grande propension à disséminer, notamment dans les poumons et aussi dans le foie, ce que l'on appelle des métastases. Rosenberg a traité 9 patients atteints de cancer de la peau. Chez 8 d'entre eux, et après 2 mois, les métastases avaient disparu des poumons et le foie avait retrouvé un aspect quasi normal. Alors, première question, ce traitement, il est vraiment nouveau, Jean-Daniel Flézaquier? Ce qu'a montré Rosenberg est quelque chose d'effectivement nouveau, puisque cet après-midi, dans cette vidéoconférence avec ses collègues soviétiques, il a expliqué qu'en prenant des cellules, certains types de cellules, qu'on appelle des lymphocytes, cellules de défense, qui infiltrent la tumeur des malades, en prenant ces cellules, donc, par une technique très sophistiquée, et en les faisant en quelque sorte incuber dans une substance naturelle, on pouvait les doper, les rendre 50 à 100 fois plus agressifs vis-à-vis du cancer que des cellules normales classiques. Et on les réinjecte ensuite aux malades, et pendant un traitement de 5 jours, et on arrive à des résultats comme ceux qu'a montré aujourd'hui Steven Rosenberg, qui sont très impressionnants. Alors, cette fameuse substance, c'est l'interleukine 2, dont on a parlé ces temps-ci, peut-être beaucoup trop parlé. C'est une substance que nous fabriquons naturellement, que nos cellules fabriquent. On sait aujourd'hui la fabriquer par génie génétique, en grande quantité et de façon correcte. Seuls quelques grands laboratoires au monde savent la fabriquer très bien. C'est une substance particulièrement utile qui est utilisée toute seule, n'a aucune efficacité. C'est pas un médicament miracle. Absolument pas. Il faut bien le dire aux téléspectateurs et ne pas créer de faux espoirs. Absolument pas. L'interleukine utilisée toute seule ne marche pas. Il faut l'utiliser dans des circonstances extrêmement compliquées, dans des laboratoires avec un équipement ultra sophistiqué. Quelques grands centres au monde savent le faire, quelques grands centres seulement, dont l'Institut national du cancer et quelques hôpitaux français. Et il faut vraiment la conjonction de tout un tas de moyens pour que ce soit efficace. Personne ne crie victoire, personne ne crie au miracle. C'est certainement un résultat très encourageant. Certes, Rosenberg dit lui-même qu'il faut attendre, mais les résultats sont suffisamment probants pour que l'administration américaine, qui est une des plus sévères au monde en matière d'essais et d'expérimentation médicale, ait décidé de continuer ses études. Merci. Politique, à 26 jours exactement de l'élection présidentielle, Raymond Barre s'est présenté ce matin comme le candidat de la clarté et de la crédibilité. Oublions les rivalités de personnes et la succession des sondages, a-t-il dit. Penchons-nous résolument sur les choix fondamentaux et sur les solutions. Le candidat Barre en a profité pour présenter son projet pour la France, un projet basé sur des engagements fermes et tout à fait définitifs. Olivier Lerner. Le défi de l'emploi, la volonté de solidarité, le souci de l'État impartial, tel est le projet pour la France dessiné par Raymond Barre qui désormais s'appuiera sur ces thèmes pour combattre le président candidat. Raymond Barre se bat pour gagner. Il a jugé fort utile de le répéter aujourd'hui à plusieurs reprises. Gérard Longuet, Alain Madelin, André Rossino n'ont pas mâché leurs mots ces dernières 24 heures pour critiquer la campagne de leur candidat. Raymond Barre a voulu mettre un terme à cette zizanie interne. Je me bats pour gagner l'élection présidentielle. Cela vaut mieux que d'échafauder des scénarios pour l'après 8 mai, souvent avec une vision défaitiste ou la préoccupation de jouer un rôle dans la future opposition. Ce n'est pas mon intention. Je poursuis donc mon combat pour gagner. Je souhaite, dans les 4 semaines à venir, gagner mes concitoyens à ces idées, à ce projet, et en particulier le tiers d'entre eux qui restent jusqu'à ce jour dans l'indécision. Pour la première fois depuis le début de la campagne, pendant 1 heure et 30 minutes, Raymond Barre s'est donc prêté au jeu des questions-réponses avec la presse. Mesdames, Messieurs, puis-je vous demander une dernière question? Il est 2 minutes avant midi. Une démarche intellectuelle inhabituelle chez Raymond Barre qui démontre bien son intention de prendre un nouveau départ. Pendant ce temps-là, Jacques Chirac commence son périple dans les départements d'outre-mer. Aujourd'hui, escale à La Réunion, demain la Guyane, ensuite ce sera les Antilles. Le candidat Chirac, qui entre parenthèses se trouve dans le département natal de M. Raymond Barre, s'en prend ouvertement à François Mitterrand, qualifié de candidat de la division et de la revanche. Reportage de notre envoyé spécial, Pascal Guimier. Carte postale obligée d'un petit coin de paysage électoral quasi obligé. À 26 jours du premier tour, 12 heures à La Réunion pour se rappeler aux électeurs.
À 11 000 km de Paris, Jacques Chirac n'a pas parti gagner. Dans l'île natale d'un certain Raymond Barre, plus qu'ailleurs, la majorité se présente avec 2 champions et le RPR doit mettre les bouchées doubles 3 semaines avant la visite au pays de l'autre candidat. Une fois n'est pas coutume, ici c'est presque à Jacques Chirac de faire entendre sa différence. Son programme, tout simplement le bilan du gouvernement entre 86 et 88. Aides à l'investissement, crédits d'équipement, aides à l'emploi ou aides aux agriculteurs, le Premier ministre demande à être jugé sur pièce et rappelle qu'il n'a pas attendu une campagne électorale pour se préoccuper de la Réunion. Évitant toujours soigneusement toute querelle avec ses partenaires de la majorité, le candidat Chirac concentre ses attaques contre un seul homme, François Mitterrand. Il faut aujourd'hui, pour rassembler les Français, un autre discours que celui de la division ou de la revanche. Décidément, et quoi qu'on dise, le ton n'a pas changé depuis 81. C'est bien toujours celui de l'arrogance et de l'anathème. Jacques Chirac, champion autoproclamé de la majorité, ne citera pas une seule fois Raymond Barre. Pas plus Michel Debré, mais lui n'hésitera pas à déclarer que le choix est désormais entre Chirac et Mitterrand. Une manière lapidaire de dire que pour le RPR, à La Réunion comme ailleurs, les jeux sont faits. À Paris, Jean-Marie Le Pen dépose à son tour ses signatures de parrainage. C'était ce matin au Conseil constitutionnel. Le candidat du Front National a précisé que c'était l'aboutissement d'1 an de marchandage systématique auprès des élus. Démarche d'autant plus importante pour Jean-Marie Le Pen qu'en 1981, il avait dû se retirer de la course, faute d'avoir obtenu le nombre de signatures requises. Face à ses supporters, Jean-Marie Le Pen a déclaré une nouvelle fois qu'il était en mesure de créer la surprise le 24 avril prochain. Un nombre de signes d'engagement supérieur à cela. Il y a eu un certain nombre comment dirais-je, d'abandons consécutifs notamment aux pressions d'un certain nombre de personnalités qui ont un pouvoir sur les maires, notamment les présidents de conseils généraux qui gouvernent l'attribution des subventions aux communes. Et ce sont des procédés, disons, de base politique. Après les péripéties de la campagne, les enjeux de l'élection présidentielle, le sondage BVA Antenne 2 que nous vous donnions dès hier soir est catégorique. Le chômage demeure la principale préoccupation des Français. Il faut dire que les chiffres sont accablants. Plus de 40% des chômeurs ne sont pas indemnisés depuis juin 87. Ou encore, 774 000 jeunes de moins de 25 ans sont actuellement au chômage. Plus grave, la moitié de ces jeunes n'ont aucun diplôme et aucune qualification. Alors pour qu'ils trouvent un emploi, il faut les former et surtout leur donner une réelle qualification. L'espoir, aussi minime soit-il, est symbolisé par une expérience qui se déroule en ce moment dans le Nord et plus particulièrement à Lille. Un organisme de formation, le CIRFTEN, est le fruit d'une collaboration entre l'État, les entreprises et les collectivités locales. Enquête de Françoise Joly et Frédéric Pasquette. Comme Stéphane, Mohamed ou Olivier, ils sont une trentaine de jeunes dans ce centre de formation à Lille. 22 ans en moyenne, ils n'ont aucun diplôme, aucune qualification. Depuis 3 mois, ils apprennent ici un métier, mais derrière eux déjà plusieurs années difficiles. Je me suis retrouvé au chômage, j'ai fait des intérims, mais les intérims ça débouche sur rien. Donc bon, j'ai été au chômage, c'était la galère pendant un certain moment, quoi. J'ai trouvé des tucs dans un centre équestre. J'ai trouvé un autre TUC dans une bergerie, un autre TUC dans... Bon, tout ça dans des villes différentes, parce que j'aimais bien voyager. J'en avais marre, je voulais bouger. Et puis à la fin, avec 2 ans de TUC, je me suis rendu compte que tout ça, ça m'avançait à rien du tout. Pour s'en sortir, aujourd'hui, ils suivent une formation de 9 mois. Au bout, un métier, l'entretien et la réparation de micro-ordinateurs. Une formation unique, elle existe depuis 3 ans grâce à une collaboration entre des entreprises de la filière électronique et les pouvoirs publics. Ce qui fait l'originalité de notre centre, c'est le fait qu'on fonctionne comme une entreprise école. Les stagiaires apprennent ici à dépanner et à installer des micro-ordinateurs professionnels et grand public. En faisant de la théorie, ils font beaucoup d'électronique, mais ils font également beaucoup de pratiques en situation réelle de travail. Et le meilleur exemple de leur véritable apprentissage, le voici. Dans ce collège, ils viennent réparer un ordinateur. En effet, plus de 10 communes de la région de Lille confient l'entretien de leur matériel informatique à ce centre de formation.
Les stagiaires appliquent donc immédiatement leurs connaissances. Les résultats sont là. 60% d'entre eux trouvent un emploi en fin de stage. Et les employeurs les jugent plutôt bons. Bien sûr, ils ont encore des choses à apprendre en entreprise. Il ne faut pas s'en cacher. Mais les connaissances qu'ils ont, c'est des connaissances de base qui sont quand même relativement solides et qui permettent d'être opérationnels après un temps très court. Une centaine de jeunes sont déjà sortis de ce centre de formation avec une qualification en poche. Un sacré pari alors qu'un bon nombre d'entre eux ne savaient pas faire une simple division au début de leur formation. Les télégrammes d'actualité avec Isabelle Stess. Ensuite, nous évoquerons l'arrestation de l'assassin présumé du jeune Hervé Tondu. C'était hier soir. Au Panama, les principaux dirigeants de l'opposition ont été arrêtés. Une arrestation mouvementée à l'occasion d'une manifestation contre le général Noriega. Dans le même temps, 14 journalistes, pour la plupart étrangers, ont été molestés par les forces de l'ordre. Victimes des armes chimiques, une trentaine de Kurdes sont arrivés ce matin à Vienne. Ils seront acheminés dans des hôpitaux européens pour y être soignés. Selon Téhéran, 5000 personnes ont péri lors de l'attaque irakienne contre la ville d'Al-Abja. En Iran, 2 experts des Nations Unies enquêtent sur l'utilisation de gaz toxiques par l'Irak. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé aujourd'hui à Lyon, une manifestation de soutien peu avant le procès de 9 militants CGT de Renault Véhicules Industriels. Parmi les faits qui leur sont reprochés, le vol en septembre 85 de documents concernant le personnel. L'épilogue d'une enquête sur la Côte d'Azur. L'assassin présumé d'Hervé Tondu a été arrêté hier soir. Arrestation sans problème au terme d'une enquête classique qui a mobilisé 250 policiers. L'assassin est un ancien employé intérimaire du supermarché de Gaillard en Savoie, dont le père de la victime, vous le savez, est directeur. Le film de l'arrestation avec Henri Bodiguel et Claude Régent. Protégé, caché, Pascal Legac est arrivé à la PJ d'Annecy. Confondu par ses empreintes digitales retrouvées sur la Renault 5 qu'il avait utilisée pour le rapt, le transport de la rançon et l'exécution de sa victime, Pascal Legac a été identifié grâce au portrait robot diffusé. Un montage où il se serait d'ailleurs reconnu au point de s'arracher un lobe de l'oreille pour éviter d'être trop vite identifié par ce diamant décrit par 3 témoins précis. Pendant 4 jours et 4 nuits, les policiers de Nice ont surveillé cet appartement discret loué par Pascal Legac à Juan-les-Pins. C'est là, au moment où il rentrait chez lui, que les policiers l'ont appréhendé hier soir aux alentours de 21 h. Pascal Legac, qui se savait repéré, n'a opposé aucune résistance aux policiers. À Gaillard, près du supermarché du père d'Hervé Tondu, c'est le soulagement. Là, on pense d'abord à la victime. C'est un gamin dévoué, tout gentillesse, on ne peut pas dire mieux. Hein? Mais je pense que son assassin soit puni le maximum. Hein? Le maximum. Parce que vraiment, il faut qu'il soit vengé, notre Hervé. Le meurtrier qui a avoué est le fils d'un brigadier-chef retraité de la police. Pascal Legac est décrit comme un oisif instable. Condamné pour vol et cambriolage, il avait même, il y a 3 ans, été impliqué dans un vol d'armes appartenant à des policiers. Chagall entre en force dans les collections nationales. La dation Chagall, comme on dit, reçue par l'État comme paiement des droits de succession du peintre, est exposée depuis ce matin au centre Pompidou à Paris. Vous avez jusqu'au 5 juin pour admirer les œuvres de Chagall. Marie-Josée Le Picard. Dans la Dation Chagall, exposée au musée Georges Pompidou, Les mariés de la Tour Eiffel, composition poétique et précise où l'on retrouve les thèmes favoris du peintre. La mariée d'abord, timide et jolie comme un cœur, le couple amoureux et pourtant chaste, la femme aimée passionnément respectée et qui devient la déesse mère dans le portrait de Bella à la collerette blanche. Dans le tableau Dimanche, la Tour Eiffel aussi joue un rôle important. Mais le paysage urbain n'empêche pas l'évocation du soleil qui brille pour Chagall avec ce raffinement de la couleur folle qu'il a trouvé en France. Son amour de la campagne et des animaux amène toujours la présence des oiseaux et du bétail. Pour Chagall, chaque peintre est né quelque part, un certain arôme de sa terre natale reste toujours dans son œuvre. Quant aux personnages, ils sont peintres, amoureux, violonneux, hommes de bonne volonté, dans une vie scandée par les cérémonies religieuses. Les fêtes et les épreuves quotidiennes sont vécues dans un sentiment religieux
qui enrichit constamment l'inspiration du peintre. Un mot de sport et plus particulièrement de tennis. Pat Cash, absent des quarts de finale de la Coupe Davis qui se dérouleront du 8 au 10 avril prochain à Clermont-Ferrand en Auvergne. Motif bien légitime, vous allez voir, Pat Cash souhaite rester auprès de sa compagne pour assister à la naissance de son deuxième enfant. L'équipe de France sera présente, elle, au grand complet avec Noah, Lecomte, Forget et Tulane. Les rencontres seront retransmises en direct sur Antenne 2. Les résultats du tiercé, un tiercé qui se courait ce soir, c'était une première à Vincennes en nocturne. Voici donc les résultats, vous les découvrez comme moi sur le petit écran. Le 15, le 2 et le 13 dans l'ordre, résultats, pas tout de suite bien sûr, dans le tout dernier journal. Prochain rendez-vous d'information donc vers 23h30, le dernier journal sera présenté par Aubry Edler. Demain dès 6h45, n'oubliez pas Télématin, vos premières informations bien sûr. Vous retrouverez Catherine Sellac et Marc Hautement. À 7h45, Hamadi Essid, représentant de la Ligue arabe à Paris, sera l'invité des 4 vérités. Bonne soirée cinéma sur Antenne 2, merci de votre fidélité et à demain 20h. Bonsoir.